toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Océanos, votre émission consacrée au sport de la voile et de la glisse. Comme toujours, nous consacrerons notre long format à une personnalité du nautisme, sans oublier d'évoquer les dernières avancées technologiques et écologiques. Sans plus tarder, voici le sommaire. Au sommaire d'Océanos, nous ferons un point sur le journal des régates avec les 2 grandes courses au large à ne pas manquer en 2022. Nous évoquerons aussi la semaine olympique française, une semaine de préparation réservée aux 10 séries des Jeux olympiques de Paris 2024. Côté tech et éco, nous vous présenterons Mark Setbot, une entreprise américaine qui confectionne des bouées robotiques pour les courses. Enfin, vous découvrirez le TripAdvisor de la voile Navili, une application qui vous permet de réserver des mouillages dans plus de 6000 ports. Commençons notre émission par notre long format. Notre équipe est retournée au Verdon-sur-Mer pour vous présenter un jeune skipper très prometteur. Arrivé en 2019 chez Lalou Multi, il construit son propre bateau classe 40 100% recyclable sous la direction de Lalou Rock'n'Roll. Avec ce projet innovant, il a pour objectif la route du Rhum en novembre. Embarquez avec nous pour aller à la rencontre de Kenny Piprol. Première rencontre avec Kenny, c'est sur un quai déjà. 2016, en fait, je fais Québec-Saint-Malo. Je vois ce gamin qui tournait, qui était sur un des bateaux, donc avec un copain à moi qui partait donc de Québec. Et puis on a parlé comme ça et voilà. Donc première rencontre avec Kenny. Et puis ça m'a interpellé en fait d'avoir ce jeune garçon guadeloupéen qui vient sur des bateaux de course, qui vient naviguer. Voilà. Et ensuite derrière je continuer à être attentif à ce qu'il faisait, pourquoi, comment, la façon dont il le faisait, les gens avec qui il travaillait. Et finalement, ça collait relativement bien avec ce qu'on fait, avec un peu peut-être la façon un peu différente d'aborder donc la course au large qu'on a par rapport donc à nos amis bretons. Et donc de fil en aiguille, on l'a recruté donc il y a 3 ans maintenant. Tout naturellement, il y avait à peu près 11 ans, il m'a dit de l'inscrire dans un club de voile. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis on a bien vu que c'était une passion et il a continué jusqu'à arriver à voilà quoi. Lorsqu'il est parti à l'université, au bout de 3 mois, il a arrêté. Et il nous a dit bon voilà. On veut, il y a une école qui se monte en Guadeloupe, c'est les Guadeloupe Grand Large. Et donc tout naturellement, il a intégré cette école. Et c'est comme ça qu'il a débuté. Il faut dire que Kenny a toujours été proche de la mer, parce que nous avons quand même la mer partout en Guadeloupe, c'est une petite île. Et que très jeune, il allait en mer avec un de ses oncles. Donc il se levait le matin, il n'y avait pas de souci pour aller en mer à 5h du matin. Il a fait aussi du kayak, il a fait de la natation. Donc il a toujours été très très attiré par la mer. Il a participé aussi aux courses qui se font en Guadeloupe, comme des courses de voile traditionnelles. Et aussi, quand il a commencé, comme disait son père, quand il a commencé en club, c'est vrai qu'il a fait des stages. Et après, donc il s'est professionnalisé et voilà, on est arrivé à ce niveau. Kenny m'a été présenté par Lalou, qu'il avait repéré déjà depuis plusieurs années. Et pour être tout à fait honnête, lors de notre première rencontre, j'étais
pas du tout persuadée de la pertinence de ce recrutement. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune raison particulière, si ce n'est un ressenti, la jeunesse peut-être, l'éloignement, le fait de venir dans le Médoc, je me disais que ça pouvait être difficile pour lui. Bon bref, j'étais pas très convaincue. En fait, j'ai fait confiance à Lalou dans son instinct pour découvrir de jeunes coureurs. Et j'ai fini par dire oui. Et Kenny est revenu et on a signé le plus bêtement du monde, un contrat de travail qui devait viser à le mettre sur un classe 40. Au départ, ça devait être pour la Jacques Vabre 2021. Et après, j'ai découvert un jeune homme qui est plein d'enthousiasme, qui est drôle, qui a de l'humour, qui joue d'autodérision, qui est respectueux, un vrai mec quoi. Mais très rapidement, par contre, cette rigueur, cette discipline et cette responsabilité, il a complètement endossé ce rôle-là. Et moi, ça a fini de me convaincre complètement quoi. Et puis après, c'est un super gars quoi. Ma première rencontre avec Kenny, c'était lors de la Mini Transat en 2017, où j'étais le préparateur de Quentin Vlaminck. Et donc Kenny faisait la Mini Transat en prototype contre Quentin. Donc j'ai pu le voir au départ, pas mal de temps avant la saison. Pendant la saison, et puis surtout à l'arrivée, vu que j'étais là pour Quentin, j'ai pu voir aussi Kenny arriver juste devant Quentin d'ailleurs. Donc c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Il m'a été proposé par l'intermédiaire d'un ami guadeloupéen de faire la connaissance de Kenny en disant voilà, je connais un jeune skipper à fort potentiel. Comme il y a eu quelques années auparavant l'idée d'un projet route du Rhum, bateau, trimaran de la mer, je dis ok. Et je rencontre Kenny sur Paris avec l'idée entre guillemets de tester le jeune Kenny, 24 ans, que je rencontre, beau, mannequin, souriant, et je fais tout le contraire de ce qu'il faut faire. En l'occurrence, tout sauf un vrai entretien. Je le provoque et je découvre en face un jeune, souriant, mature, équilibré, qui répond systématiquement à toutes les questions, qui a envie, qui a traversé déjà l'Atlantique et qui tout d'un coup me dévoile une vraie maturité et une vraie capacité à faire. Donc en l'occurrence, la rencontre en 20 minutes, c'était un coup de cœur, je l'espère partagé des deux côtés et une envie de construire la suite. Parce que globalement, donc, il va aller chercher, il va aller se faire mal et il va aller chercher donc, le fait de prouver justement qu'il peut être aussi bon que les autres et que c'est pas parce qu'effectivement il se retrouve aujourd'hui au fin fond du Médoc qu'il ne puisse pas aller performer au même niveau donc, que les premiers qui seront sur les classes 40. Donc ouais, je pense que ça fait partie des choses qui peuvent permettre donc à Kenny d'être bon et de performer sur une route du Rhum, sûrement. Kenny, parce que Kenny il a un bon sentiment de vie, il est jeune, il est motivé et il embrasse la façon de la nouvelle technologie de recyclage et son motivation de faire partie de l'équipe construction. C'est un bon partage entre chaque côté construction et le parti de sportif. Le gars, il skipper et nave le bateau. Il vraiment embrassé les deux parties. C'est pas facile. Le chantier, c'est pas du tout facile parfois. Mais il embrassait ça avec le bras ouvert et il fait beaucoup d'efforts et d'encouragement pour toute l'équipe, quoi. Kenny, c'est quelqu'un déjà qui est très déterminé parce qu'il a fait quand même pas mal de transats et pourtant il est plus jeune que moi donc ouais, il a un sacré caractère mais il est très tenace et puis il est toujours joyeux, toujours souriant, il est toujours là pour filer un coup de main donc voilà.
Je vais revenir juste sur Kenny et donc justement sur le fait qu'il soit atypique pour la simple et bonne raison qu'en fait ce projet est totalement atypique aussi puisque c'est un bateau, donc c'est le premier bateau donc, de course au large, donc 100% donc recyclable, et qu'il nous fallait aussi quelqu'un, un garçon qui accepte ce risque, qui accepte le fait d'être, qui accepte et qui partage le risque donc à nos côtés, donc qui prenne le bateau, qui soit un véritable pilote d'essai sur cette machine, et sur cette machine donc qui est vraiment un bateau avec une rupture complète donc, par rapport à ce qui est fait aujourd'hui dans la plupart des bateaux de course. Ça aussi, ça faisait partie donc, du challenge, et Kenny l'a relevé et en tous les cas l'a accepté comme ça. Et c'est pas évident pour un jeune garçon, un jeune skipper, donc de dire ouais mais bon si le bateau il est pas performant, je me retrouve à la rue. Lui il a accepté ça, il a accepté, il le sait, il sait pertinemment donc quel est le risque avec ce bateau, donc parce qu'il y en a un effectivement, mais globalement il endosse et il endosse à nos côtés. Donc ça fait partie aussi du personnage de Kenny. Kenny, ouais, c'est le skipper idéal pour naviguer sur un classe 40. C'est sûr qu'il a eu beaucoup d'expérience donc sur la Mini Transat, et puis je crois qu'il a fait aussi pas mal de Figaro, anciennement Figaro. C'est sûr qu'après il est venu chez l'Alumuti fin d'année 2020, je crois, si je dis pas de bêtises, début d'année 2020. Il a participé à la construction du Muti, il a navigué pas mal de fois avec nous sur le Muti 50. Donc c'est sûr que c'est le skipper idéal. Là, il a suivi la construction de A à Z à son bateau. Il a mis les mains dans la colle pendant longtemps pour que le bateau sorte de l'eau. Donc c'est sûr que son bateau, il le connaît par cœur. Et puis on lui fait confiance pour tirer bien sur le bateau correctement. Pourquoi pas aller chercher des belles places. Est-ce que Kenny a toutes ses chances d'être sur un podium? Vous savez quoi? Je ne suis pas expert de la mer. D'abord, je suis expert breton, ça c'est bien, je connais bien la Bretagne. Objectivement, tout ce que tout le monde me raconte sur Kenny me laisse à penser que non seulement il a toutes ses chances, mais en tout cas nous, on sera avec lui. Et clairement, je pense que dans sa génération d'âge, il a toutes les compétences pour y arriver. Et en plus, moi qui suis malouin, lui qui est de Guadeloupe, tout est là pour réussir le bon cocktail, le petit punch de la réussite. Nous retrouvons dans quelques instants notre seconde partie de notre long format consacré à Kenny Piprol, mais tout de suite, le journal des régates. Dans ce premier journal des régates de 2022, nous allons vous présenter les principaux événements voiles de l'année. On commence avec la course que tout le monde attend, la Route du Rhum. Le coup d'envoi de la course mythique sera donné le 6 novembre, mais évidemment, les participants sont déjà à l'entraînement et ils sont nombreux. En effet, pour sa 12e édition, la Route du Rhum va battre son record de participants. Ils seront officiellement 120. Mais il se dit en coulisses que 10 places supplémentaires pourraient être accordées et donc amener au nombre total de participants à 130. Ces bateaux sont divisés en 6 catégories, les Rhum mono et les Rhum multi, les classes 40, les IMOCA, les Ocean 50 et les géants de mer, les ultimes. Le parcours, quant à lui, sera le même que depuis la première édition, un départ du port de Saint-Malo et une arrivée en Guadeloupe, une édition record qu'il ne faudra pas manquer à l'automne prochain. Si vous n'avez pas envie d'attendre aussi longtemps, pas de panique, il y aura de l'action bien avant en 2022. En effet, une autre course mythique aura lieu du 16 août au 11 septembre prochain, la Solitaire du Figaro. La Solitaire du Figaro, c'est une course vieille de plus de 50 ans qui a la particularité d'être ouverte aux amateurs. Elle est une porte d'entrée pour le monde de la voile professionnelle. Beaucoup de grands noms l'ont déjà gagnée, Armel Lecléac, Jean Le Cam ou encore Yves Parlier. Et nul doute que de futurs grands noms y participeront cette année. Au départ, ils sont 34 participants, le vainqueur de l'an dernier, Pierre Quiroga, ou encore ceux qui complétaient le podium, Xavier Macaire et Tom Laperche, mais également 12 bisous, comme par exemple le Rochelais Alexis Thomas.
Pour ce qui est du parcours, il se fera en 3 étapes. Une première entre Nantes et Port-la-Forêt avec une boucle autour de Stockholm, Iceland. Une deuxième entre Port-la-Forêt et Royan en passant par les îles anglo-normandes. Et enfin une dernière étape entre Royan et la côte Loire-Atlantique en passant par la Corogne en Espagne. Enfin, on s'éloigne des courses au large pour mettre les voiles sur Paris 2024 et ça commence dès le printemps prochain. Du 23 au 30 avril se réunira à Hyères-le-Fleuron de la voile mondiale pour la semaine olympique française. Cette semaine qui sert de test grandeur nature pour les athlètes olympiques est une première confrontation pour les navigateurs du monde entier et le programme est plutôt alléchant. En effet, les 10 séries que l'on retrouvera au programme dans la Marina de Marseille en 2024 seront toutes au programme à Hyères en avril prochain. On devrait donc déjà avoir une belle semaine de compétition, de quoi nous mettre l'eau à la bouche pour Paris 2024. La première innovation de notre rubrique Tech et Éco nous emmène du côté de la voile de compétition et qui dit course de voile dit délimitation de parcours. Et si délimiter un parcours sur la terre ferme est un jeu d'enfant, le faire en pleine mer est un vrai challenge. Une entreprise américaine, Mark Setboat, a trouvé la solution pour gagner un temps fou et une précision sans faille, rendre les bouées automatisées. Et tout de suite, on va revenir en France et quitter la compétition. Rendez-vous avec Navili, une application made in France qui facilite la vie de milliers de navigateurs. Édouard Fies, vous êtes le concepteur de cette application. Qu'est-ce que c'est Navili ? Alors Navili, on le résume souvent comme un mélange entre TripAdvisor et Booking pour les gens qui font du bateau. Mais on va dire que le cœur de Navili, c'est vraiment le côté TripAdvisor. On a un guide côtier communautaire où le cœur de Navili, c'est vraiment la communauté et on permet aux gens de partager leur expérience et de dire, de partager avec le reste de la communauté en disant je suis allé là, c'est bien, je suis allé là, c'est pas bien, plutôt des endroits à éviter, des endroits à repérer, les bons plans, des choses comme ça, toujours basé autour de navigation bateau, donc les mouillages et les ports principalement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à l'époque, la seule chose qui existait, les deux choses qui existaient, c'était les forums. Mais les forums, c'est très long, la recherche, c'est très long, les contenus sont vite tout en bas de la page ou sur la 150e page. Et donc, c'est difficile de s'y retrouver dans les forums. Et le deuxième truc, c'est les livres, les guides côtiers papier. Et les guides côtiers papier, sont une mine d'or d'informations, mais c'est pas quelque chose où on prend beaucoup de plaisir à consulter l'information. Et puis, on a l'avis d'une personne ou deux personnes sur un guide côtier, alors que sur Navili, on réussit à avoir aujourd'hui l'avis de dizaines ou de centaines de milliers de personnes, ce qui est beaucoup plus pratique, ce qui donne on va dire un horizon de vision beaucoup plus large. Et puis en plus, c'était en 2013, et donc c'était le début des smartphones, des applications, du côté communautaire. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur le côté communautaire ? L'objectif à la base, n'était pas de créer une entreprise, c'était de dire est-ce qu'on n'a pas quelque chose à faire de fun dans une application, de faire une application ? C'était un peu la mode et on trouvait ça assez cool comme idée. C'est de là qu'on est parti. On a le côté TripAdvisor où là on est vraiment partage d'informations. Le cœur de la communauté c'est ça, le cœur de l'application c'est ça, c'est partager des commentaires sur les ports et les mouillages, ajouter des photos. Renseigner des informations en disant est-ce que ce mouillage il est bien protégé, est-ce qu'il n'est pas bien protégé, de quel fond, quel type de quel vent pardon, quel type de fond on va trouver, est-ce qu'il y a une plage, est-ce qu'il y a un bar, un resto, et puis on a le même type d'informations sur les ports mais adapté aux ports, et on va mettre le numéro VHF, le nombre de places, le numéro de téléphone, les informations de contact du port, quels services sont offerts par le port. Et donc en fait ça c'est vraiment toute la partie côté qui est la base de Navili. Sur cette partie-là, on a greffé en 2015 un outil de réservation de place. Donc, c'est de la réservation de place dans les ports de plaisance. On a commencé avec une vingtaine de ports en 2015. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 700 en Europe. Et en fait, on permet facilement de réserver une place dans un port de plaisance. Donc, si demain, vous souhaitez aller dans un port comme Nice ou Saint-Tropez, avec votre profil que vous avez sur Navili, vous pouvez envoyer une demande au port de Nice. Le port de Nice reçoit la demande, étudie son calendrier et répond dans l'application oui j'ai de la place, non j'ai pas de place, et votre réservation est confirmée dans l'application. Donc ça on va dire que c'est le deuxième pan qui fonctionne sur des réservations pour une nuit, 2 nuits ou pour 6 mois, 1 an. On est vraiment large. On fait pas que du passage, on fait aussi de l'hivernage. Et puis
la troisième brique qu'on a annoncée, qu'on a ajoutée en 2020, c'est une brique un peu plus Waze dans l'esprit, où en fait maintenant on permet aux plaisanciers de voir les autres plaisanciers sur la carte, donc de comprendre quelles sont les zones où il y a beaucoup de gens, quelles sont les zones où il y a un peu moins de monde, de parler avec les autres plaisanciers. Donc, par exemple, pour dire, je vois que tu es dans ce mouillage-là, est-ce qu'il est bien protégé? Est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce que je peux venir poser des questions comme ça? Et puis, on a une fonctionnalité d'SOS communautaire où en fait on permet aux gens d'alerter tous les gens dans un rayon en disant j'ai un problème moteur, j'ai un problème de santé, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider, et on a vu plusieurs fois depuis 2020, on l'a pas vu beaucoup de fois, mais heureusement il n'y a pas trop de problèmes, mais on a plusieurs fois des gens qui ont été aidés par d'autres personnes de la communauté qui étaient à côté, soit parce que leur moteur était cassé, soit parce que le moteur démarrait pas, et donc ils sont venus, qui ont été remorqués ou aidés par d'autres plaisanciers, ce qui est assez cool. On enchaîne notre émission avec la seconde partie de notre long format consacré à Kenny Piprol, autoportrait. Donc je suis arrivé en début février 2020 chez Lalo Multi. Donc moi j'avais fait 2 mini transat, une Québec Saint-Malo. Donc c'est lors de cette course que j'ai rencontré Lalou, et une transat AG2R auparavant. Et Lalou, en fait, je l'ai croisé sur les pontons parce qu'en fait on était concurrents finalement sur les mini transats, parce qu'il y avait donc Quentin qui a couru, un skipper de Lalo Multi qui a couru contre moi en 2017, et Raphaël. Ensuite on s'est retrouvés aussi sur les départs de la mini en 2019. Donc voilà, le courant est toujours bien passé, on se saluait sur les pontons, et c'est vrai qu'à l'arrivée de ma mini 2019, une mini qui a été assez compliqué pour moi finalement, il m'a proposé de discuter, et on s'est vu, on a discuté. Ils avaient le projet classe 40 en cherchant un skipper, et moi je voulais faire du classe 40 en étant un peu plus accompagné aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même des projets assez denses quoi, donc voilà, et puis donc j'ai accepté, et puis me voilà aujourd'hui skipper du classe 40 Captain Alternance. Alors ce nouveau bateau Captain Alternance, c'est un classe 40, donc un SCO de 12 mètres 19 avec une quille qui va jusqu'à 3 mètres sous l'eau, donc 3 mètres de tirant d'eau. Et ça c'est un bateau donc construit chez Lalo Multi, donc on a mis donc je crois 8 mois, même avec les outillages pour construire ce super bateau. Un bateau novateur avec de belles couleurs que je suis fier de représenter aujourd'hui à travers donc l'alternance et le projet Captain Alternance. Parce que moi je suis skipper, mais c'est vrai que chez Lalo Multi la particularité c'est qu'on construit nos bateaux nous-mêmes. En tout cas on participe grandement à la construction, les skippers. Donc ce qui permet à nous ensuite dans l'utilisation du bateau de savoir de quoi il est fait. On entend les différents bruits, donc savoir si c'est un bon bruit ou un mauvais bruit. Et voilà, moi c'est quelque chose qui me passionne quoi, de construire et d'ensuite de profiter justement de tout ce qu'on a réalisé quoi. Alors ce bateau il est innovant par ses matériaux, donc avec Lalo Multi et un partenariat avec Arkema qui nous a permis d'utiliser donc sa résine donc hélium, qui avait déjà été utilisé auparavant par Lalo Multi sur d'autres bateaux, mais là le petit plus sur ce bateau-là, c'est qu'on a utilisé des mousses PET, donc avec la même base chimique que l'hélium, ce qui rend l'ensemble recyclable. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de vie du bateau, on le broie, on sépare, on fait chauffer, on sépare la mousse de la fibre et la résine aussi. On met tout à côté, on récupère la résine, donc le monomère, et ensuite on peut réinjecter donc un catalyseur pour pouvoir reproduire d'autres pièces, voilà. J'ai vraiment tout aimé, Bon, c'est vrai qu'on n'aime pas trop le ponçage, hein. Je pense que c'est tout le monde, mais non, moi j'ai tout aimé. Et puis c'est aussi un autre boulot, hormis le fait de construire, c'est aussi de manager un peu du monde, de faire en sorte qu'il y ait une cohésion d'équipe entre le bureau d'études et le chantier, les opérateurs. Moi j'ai vraiment aimé discuter avec le bureau d'études, avec les architectes, trouver des solutions. Moi je n'ai pas la science infuse, mais j'ai quand même mon expérience à apporter, donc chacun a amené sa petite pierre à l'édifice, et je pense qu'on a un super bateau, en tout cas avec un beau potentiel. Ouais.
Non, on est fiers d'avoir pas pu faire un beau bateau comme ça. C'est vrai que le contexte sanitaire et même social est compliqué, économique aussi est compliqué. Donc c'est vrai que quand on a débuté la construction du bateau, on savait pas trop où on allait non plus. C'est vraiment un gros challenge pour nous. On voit qu'il est réussi parce que voilà, on a réussi à aller jusqu'au bout de la construction. On a de super couleurs sur ce beau bateau. Donc voilà, je suis fier d'avoir pu avec toute l'équipe réaliser ce bateau. Ouais. Là, le compte à rebours Route du Rhum va débuter une fois que le bateau va toucher l'eau. Donc ça, c'est autre chose. Après, j'ai la chance d'être entouré de toute l'équipe, donc avec l'expérience de Lalou qui va me permettre de progresser rapidement et de trouver les manettes pour pouvoir performer. On a prévu un petit mois de mise au point du bateau avant les premières courses. Donc ça va nous permettre justement de le régler, de comprendre un peu comment il se comporte et tout ça. Et ensuite on va débuter par la saison, donc le 10 avril par la première course. Moi en timing ça me paraît tout à fait cohérent, raisonnable. On n'a pas de marge mais on a de quoi aller jusqu'à la Route du Rhum avec un projet abouti, quoi. C'est une course qui a une saveur particulière puisque c'est la maison. C'est vrai que ça fait un petit moment que je suis parti, j'y rentre plus beaucoup, mais là j'ai vraiment envie de montrer ce qu'on peut faire aussi, ce que j'ai fait déjà depuis que je suis parti, et puis pourquoi pas d'inspirer d'autres personnes, d'autres jeunes, de dire que pas forcément la course au large, mais en tout cas le nautisme, la mer est à nos pieds et qu'il faudrait qu'on s'en approprie, qu'on s'y approprie. Et voilà, pour moi c'est un juste retour des choses, quoi. Moi j'étais formé en Guadeloupe, j'ai commencé par Guadeloupe Grand Large, la formation, on a fait 2 ans de formation avant que je parte définitivement entre guillemets. Donc voilà, c'est rendre ce qu'on m'a appris et en tout cas pendant la Route du Rhum, et j'espère après vraiment aider à ce que l'île se développe dans ce domaine-là en tout cas. J'aimerais bien y rester un petit peu. C'est vrai que là on avait prévu d'y aller cette année, mais c'est vrai que ça a été assez compliqué et on a préféré vraiment se concentrer sur la préparation de la Route du Rhum. Donc finalement on ne traversera pas l'Atlantique avec le bateau après sa mise à l'eau. Donc je compte bien me rattraper après la Route du Rhum en restant un petit peu plus longtemps là-bas. Et puis bon, c'est vrai qu'il fait un peu plus chaud en hiver là-bas, donc c'est bien, c'est pas mal. Donc voilà, rester là-bas quelques semaines, peut-être quelques mois, et naviguer un petit peu, échanger, inspirer, et puis repartir vers la saison 2023. Les objectifs sont fixés dans ma tête, dans la tête du team. Après, pour l'instant, le contrat avec le partenaire s'arrête fin 2022. Donc voilà, il va falloir qu'on se mette à table et qu'on discute. Nous, on a comme objectif le Tour du Monde en 2023, en classe 40, donc The Race Around, qui on espère partira d'ici. Donc ce serait top pour nous, pour l'équipe et pour le partenaire. Maintenant voilà, nous dans notre tête on veut faire le tour du monde et on espère que le partenaire suivra et qu'on pourra continuer cette aventure le plus loin possible. C'est un message important parce que notre sport, en tout cas le nautisme, est assez
finalement, quand on construit un bateau, c'est assez polluant. C'est pour ça qu'on fait aujourd'hui un bilan carbone de la construction du classe 40 et pour avoir au moins des chiffres précis sur notre impact en tant que tel sur une construction de bateau et savoir comment est-ce qu'on peut améliorer. On sait déjà que en utilisant cette résine et ces matériaux, on est dans l'économie circulaire, donc c'est-à-dire qu'on peut réutiliser. Donc déjà, c'est déjà un grand pas parce que jusqu'à maintenant, on ne savait pas comment recycler nos épaves, donc les vieux bateaux. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une avancée majeure. Et puis être aussi porteur de ce message-là et faire partie d'un projet de telle ampleur, c'est une fierté pour moi. Donc je suis content et j'espère qu'on puisse amorcer un petit changement dans le monde de la course au large, à se dire il y a aussi d'autres solutions qui existent, c'est vrai. On ne dit pas qu'on a la solution miracle, mais on va dire que c'est moins pire que ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Voilà. Cette expérience, c'est très enrichissante. Moi, quand je suis arrivé, j'avais un bagage vraiment navigation, voile. Donc quand je suis arrivé, on a de toute façon, chez Lalo Multi, les jeunes talents, donc j'étais recruté en tant que jeune talent skipper. Donc chez Lalo Multi, le principe, c'est avant d'aller sur l'eau, il faut construire ton bateau, mettre la main dans la colle, comme dit Lalou. Et c'est vrai que ce bagage technique, c'est ce qui me manquait, je pense. Et donc j'ai participé à la fin de construction d'Arkema 4, donc le trimaran. Ensuite, la mise au point du bateau, les navigations, les essais. Donc globalement, ça m'a beaucoup aidé, ou ça va en tout cas beaucoup m'aider pour mettre au point celui-là et même dans la gestion globale du projet. J'ai appris vraiment sur le plan humain, sur le plan technique. C'est apprentissage et transmission, hein. C'est comme ce que fait Lalou à travers ses jeunes talents. Il nous transmet et essaie de faire du mieux qu'il peut. Ouais. Et puis une très très belle mise à l'eau. C'est chouette, non? Quel sentiment vous parcourt à cet instant? Écoute, c'est peut-être la sensation du travail accompli. Tu sais que c'est un peu comme l'artisan qui regarde sa pièce, qui la retourne et qui se dit ouais, ça là, c'est bon, c'est fait, c'est fini, je peux la lâcher quelque part. Et donc c'est ça, ouais, le bateau maintenant, il appartenait jusque-là, il appartenait donc au constructeur, il appartenait aux gens qui l'ont façonné, qui l'ont construit. Maintenant, il va changer un peu de vie, il va appartenir donc aux navigants, donc à ceux qui vont aller en mer, qui vont le naviguer, qui vont les tester, qui vont aller voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Et donc c'est une page de plus qui se tourne. Oui, ça y est, on y est. Beaucoup d'émotions, hein. J'ai failli pleurer. C'est vrai que c'est un aboutissement pour tout le monde, pour toute l'équipe. Voilà, ça fait un moment qu'on attend la sortie du chantier de ce bateau. Maintenant, ça y est, il est à l'eau, il flotte bien même, donc on est plutôt content. Voilà, les partenaires peuvent en profiter enfin. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir hisser une voile et d'emmener l'alternance de l'autre côté de l'Atlantique bientôt. C'est la fin de notre long format sur Canepi Prol. Place aux entraînements et aux préparatifs, direction la route du Rhum pour notre jeune skipper. D'ailleurs, nous allons parler de son bateau classe 40 dans notre rubrique écologie. Comme
vous le savez, les bateaux de loisirs et de course constitués de composites sont extrêmement polluants pour les océans. En effet, ils sont broyés et enfuis dans la nature par la suite. Le Class 40 est donc une véritable innovation et met un point d'honneur à respecter l'environnement. Lalou Roquayrol, pourquoi la résine est-elle si particulière ? Cette résine, elle a la particularité d'être une résine thermoplastique, contrairement au thermodure. Donc là, aujourd'hui, on voit beaucoup de pales d'éoliennes enfouies. Il en vient de même de nos bateaux donc, de plaisance ou de course qui sont la plupart du temps donc, broyés et enfouis parce qu'on ne sait pas quoi faire donc, de ces matériaux composites qui sont des thermodures et qu'on ne peut pas recycler. Là, il s'agit donc d'une résine qui est 100% recyclable, c'est-à-dire qu'en fait, on revient au monomère, donc on peut revenir à de la résine liquide donc, pour se resservir de la résine avec les mêmes caractéristiques mécaniques. Donc ça, faisait partie donc, d'un des challenges, mais globalement, donc depuis le 2014, on a appris donc à se servir donc de ces matériaux, de cette résine et on va dire de ses qualités. La particularité peut-être, c'est donc d'avoir mis donc nos bateaux de course sont construits avec ce qu'on appelle des sandwichs. Donc il y a une peau donc en composite d'un côté, donc de la fibre de verre ou de la fibre de carbone avec de la résine. Donc la résine servant à durcir donc les tissus. Et au milieu, on a ce qu'on appelle un sandwich, donc qui sont des mousses. En général, c'est des mousses PVC, donc en matière PVC. Et là, c'est une mousse en matière PET. Donc PET, c'est-à-dire qu'il y a déjà donc dans le sandwich, donc dans l'âme, ce qu'on appelle donc l'âme du bateau, il y a déjà 30% donc de matière recyclée dans cette mousse. Et la particularité, c'est que on peut donc aujourd'hui complètement déconstruire donc, alors, j'espère le plus tard possible, mais en gros ce bateau là on peut complètement le déconstruire, donc récupérer la résine de côté, la fibre de l'autre et la mousse PET donc, dans une troisième partie, se resservir de la mousse PET pour faire des bouteilles plastiques ou pour faire de la mousse, la fibre pour faire des bateaux et la résine à entre 95 et 98% la reliquéfier et s'en resservir avec les mêmes caractéristiques mécaniques. Ça c'est une rupture totale et c'est donc totalement novateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est 3 dans le monde à pouvoir faire donc, ce genre de pièces. On est les seuls à avoir réellement fait donc, un bateau de course donc avec ces matériaux. On est ici, on est dans le Médoc et on est en Nouvelle-Aquitaine. Alors Justin Thompson, vous êtes le constructeur de ce Class 40. Est-ce que cela a été un challenge pour vous ? Largement. En 30 ans de construire le bateau en composite, c'est le plus grand challenge jamais dans ma vie. Plutôt par rapport à la mise en œuvre de matière, c'est très compliqué. Et aussi de monter ça à mon équipe à la même temps, c'est dans mon défi très compliqué, pas facile. Mais dans la vie, c'est plutôt mieux de dire oui, j'ai peur que oui, je peux pas. Et ça, pour moi, c'est le challenge, quoi. Ça, pour moi, c'est le challenge. C'est la fin d'Océanos. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour revoir l'intégralité de cet épisode, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram et YouTube d'Océanos. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite.